Aujourd'hui, dans le bureau du boss, notre boss n'a jamais rien dans ses poches pour ne pas déformer ses vêtements. Il connaît mieux que notre maire actuelle tous les petits villages de l'Outaouais. Et il n'aime surtout pas la poutine. L'avez-vous deviné? Dans le bureau du boss, Son Excellence, l'ambassadeur de France au Canada, M. Philippe Zeller. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et merci de votre fidélité. Je suis au 42 de la promenade Sussex. Derrière moi, deux drapeaux, un bleu, blanc, rouge et celui de l'Union européenne. Probablement comme moi. Vous êtes souvent passé devant cet édifice de granit gris en vous imaginant un intérieur somptueux. Aujourd'hui, dans le bureau du boss, M. Philippe Zeller, ambassadeur de France au Canada, nous ouvre la porte de son bureau de l'ambassade de France. Allons-y. Bonjour. Bonjour Julie, bienvenue à vous, bienvenue à l'ambassade. Merci de nous recevoir, Monsieur Ambassadeur Zeller. Écoutez, c'est un grand plaisir et vous allez pouvoir découvrir ce bâtiment qui est à la fois un instrument de travail et puis un petit musée. Alors, Monsieur Zeller, merci de nous recevoir ici et là. On se retrouve dans le Salon Boulot. Oui, c'est un des endroits de l'ambassade que je préfère, à la fois parce que son emplacement, sa situation fait que l'après-midi en particulier, il est très bien éclairé puisque nous avons le soleil couchant, parfois par-dessus la rivière des Outaouais. Le spectacle est vraiment magnifique. Et puis ensuite, parce que effectivement cette pièce est assez unique, beaucoup de personnes, personnalités qui sont accueillies ici à l'ambassade souhaitent visiter cette pièce. D'ailleurs, nous l'ouvrons lorsqu'il y a des opérations de visite pour le public. Pourquoi? Parce que elle est d'abord unique par cette couverture générale. Hein. Vous voyez, à la fois les murs et le plafond sont entièrement couverts d'écorce de bouleau, birch bark. Ce qui est tout à fait exceptionnel, rien n'a été modifié depuis l'origine, donc ça veut dire juste 38-39, puisque l'ambassade a été terminée en 1939, juste avant la guerre en réalité. Et alors on trouve encore aujourd'hui, par exemple, dans la région d'Ottawa, vous avez des artisans qui travaillent l'écorce de bouleau, par exemple, qui en font des encadrements de tableaux, mais une telle masse utilisée pour couvrir entièrement une pièce, c'est tout à fait exceptionnel. Quand vous étiez petit, si on retourne à votre enfance, peut-être même à votre adolescence, quel est votre premier souvenir du Canada? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous saviez du Canada à ce moment-là? Je dirais, enfin moi-même, mais au-delà de moi, la plupart des Français ont des images fortes du Canada. C'est évidemment les grands espaces, la neige, bien entendu, le fait que c'est en Amérique du Nord, que ce sont des territoires qui ont été conquis lentement, qui ont été découverts, qui ont donné lieu donc à des explorations auxquelles beaucoup de Français, mais pas uniquement des Français, mais enfin beaucoup de Français ont participé. Des personnages comme Jacques Cartier ou Samuel de Champlain sont évidemment très connus dans l'histoire de France. Voilà, donc je crois que ces images que j'ai partagées moi-même, que mes parents ont partagées, j'ai la chance d'avoir encore mes parents et souvent ma mère en particulier me rappelle que enfant, adolescent dans les années 1930, beaucoup de jeunes Français entendaient parler du Canada à l'époque et lisaient en particulier Maria Chapdelaine, qui était un peu un ouvrage de référence. Quelles étaient vos activités parascolaires? Alors, que faisiez-vous en dehors des heures de classe? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire à ce moment-là? Oh, écoutez, rien de très extraordinaire que ne fait un jeune lycéen français.
J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'histoire et la géographie, en particulier la géographie. Donc quand j'avais du temps devant moi, je prenais tout simplement le dictionnaire. Certains le prennent dans sa partie mots communs en quelque sorte. Ouais. Moi je préférais regarder plutôt la partie dans le Larousse, la partie des mots, des noms propres, des noms composés. Et j'aimais bien découvrir à travers cela les différents pays du monde. Je me souviens qu'un jour, je suis arrivé, je suis allé dans le bureau de mon père et puis je lui ai dit vous savez, papa, je viens de découvrir un nouveau pays, c'était l'Afghanistan. Il m'a regardé en disant bah oui, ça existe, l'Afghanistan. Et moi, j'avais jamais entendu parler de l'Afghanistan à la radio ou un peu à la télévision. Et j'étais tout fier d'apprendre, de découvrir par moi-même qu'il y avait un pays qui s'appelait l'Afghanistan. Qu'est-ce qui vous allume? Ouais, je crois que chacun est quand même allumé par les différentes facettes du métier. Ce qui est probablement le plus stimulant dans ce métier de diplomate et d'ambassadeur, c'est la diversité des dossiers et des contacts que nous avons, puisque dans la même journée, nous pouvons traiter aussi bien de relations, je dirais, politiques, avec préparer une rencontre, un déplacement du Premier ministre canadien en France, préparer une rencontre entre membres des deux gouvernements, que finalement s'occuper de l'économie en général, donc de lire et d'absorber des rapports sur l'économie du pays où on est affecté, de rentrer en discussion avec des entreprises françaises ou canadiennes qui ont un intérêt pour le marché du pays, et puis tout en même temps d'avoir des responsabilités très directes pour venir en aide à des compatriotes français qui rencontrent telle ou telle difficulté ou qui ont tel ou tel projet, en même temps que de gérer les différents services de l'ambassade et des consulats généraux. Ambassadeur Zeller, on est dans le bureau officiel de l'ambassadeur de France au Canada. Faites-nous un peu un tour du proprio de ce magnifique bureau. Effectivement, il est très beau, il est assez exceptionnel. Je crois pouvoir dire que j'ai l'un des plus beaux bureaux du réseau diplomatique français. Il y en a un autre qui est à Rome, mais au Palais Farnèse, mais celui-ci est particulièrement beau. Pourquoi? Parce que parmi les 7 ou 8 artistes français qui avaient été convoqués pour décorer cette ambassade, Art déco, donc entre 1937 et 1939, l'un d'entre eux était un artiste qui s'appliquait à graver sur le marbre des paysages ou des scènes, et en quelque sorte, tout autour de ce bureau, commençant dans un angle et terminant par un grand panneau qui représente la ville de Québec, l'artiste ici a voulu représenter l'histoire de la Nouvelle-France au Canada, donc l'histoire qui, pour la France, est vraiment celle de la présence officielle, presque on pourrait dire souveraine, de la France, entre finalement l'arrivée de Jacques Cartier. C'est pour ça que le premier panneau représente le fait que Jacques Cartier plante à Gaspé le drapeau du roi de France. Il est déjà accompagné de l'armée, des religieux, mais aussi des jolies dames. Et puis ensuite, un peu comme un dessin animé en quelque sorte, par dessins successifs, l'artiste a décrit plusieurs scènes qui illustrent la Nouvelle-France jusqu'à la bataille des plaines d'Abraham, 1759, avec une évocation des généraux Wolfe et Montcalm qui perdent la vie à quelques minutes d'intervalle et qui débouche sur le traité de Paris de 1763. À titre d'ambassadeur, quel est votre objet indispensable sans lequel vous ne pouvez pas travailler une journée? C'était jadis évidemment le stylo, aujourd'hui c'est l'ordinateur, comme pour énormément de métiers du secteur tertiaire. Pourquoi? Parce que deux des aspects les plus importants du métier, ils ne sont pas exclusifs, mais les plus importants, c'est à la fois d'informer mon gouvernement sur l'actualité canadienne, et notamment l'actualité politique, économique, parlementaire, et donc il me faut rédiger des rapports qui peuvent être longs, qui peuvent être brefs, mais aussi cela aujourd'hui prend la forme de messages électroniques à travers la correspondance électronique qui n'est pas ouverte, mais qui se passe à l'intérieur d'un monde électronique propre au ministère des Affaires étrangères. C'est ce qu'on appelait jadis les télégrammes ou les dépêches diplomatiques, et qui aujourd'hui n'est rien d'autre que des courriels ou des messages un peu plus appuyés ou des notes
et tout ça est par ordinateur. Si ça a été préparé par mes collaborateurs, ça va également m'être transmis par ordinateur. Donc l'ordinateur qui est derrière mon bureau est aujourd'hui devenu l'appareil le plus utile. Il permet aussi d'avoir accès à travers le monde Internet à toutes sortes d'informations qui sont beaucoup plus accessibles pour nous qu'il y a quelques années, dans la mesure où, et le Canada de ce point de vue-là est très ouvert, très transparent, beaucoup d'informations sont tout simplement disponibles sur les sites Internet des ministères. Ça rend d'ailleurs le travail plus intéressant, parce que du coup, il y a tout un travail préparatoire. Avant d'aller dans une administration ou rencontrer un ministre, nous pouvons faire tout un travail préparatoire qui me permettra à moi de poser les quelques questions les plus utiles au cours de l'entretien. Donc l'ordinateur est évidemment tout à fait nécessaire. Le téléphone portable, mais à la différence d'autres pays, je me suis rendu compte que le Canada, peut-être pour des raisons de coût des communications téléphoniques, utilisait peut-être un peu moins le téléphone, et notamment la fonction SMS. Quand j'étais dans mon poste précédent en Indonésie, il m'arrivait de correspondre avec des membres du gouvernement indonésien par SMS. C'est beaucoup moins le cas ici au Canada. Moi, je n'ai pas particulièrement d'objets fétiches, mais comme vous pouvez le voir là, par exemple, j'ai un beau livre sur l'histoire de la peinture dans ma ville natale, qui est la ville de Lyon. Et j'ai deux petites statuettes que j'ai ramenées d'Indonésie, un couple qui en quelque sorte veille sur mon bureau et me rappelle, de même que mon sous-main est une carte de la Hongrie. Donc c'est une manière aussi de rappeler que ce métier, c'est un enchaînement de postes successifs. Et puis j'ai une petite médaille qui m'a été offerte par le maire du village de la région de Lyon, où se trouvent mes parents, et qui m'a été offerte à l'occasion d'une remise de décoration. Et comme c'est un village où je passais toutes mes vacances l'été, c'est aussi un souvenir qui me reste très, très profond sur mon bureau. Et on sait qu'ici, à Ottawa, dans cette ambassade, il y a aussi vos quartiers privés, votre résidence. Alors, comment vous composez avec ça, et ça a l'air de quoi, votre routine matinale avant d'arriver dans ce magnifique bureau? Oh, c'est très simple, à la fois c'est une facilité puisque j'ai l'immense chance, ça ne m'a pas été donné tout le temps dans ma carrière professionnelle. Et vous imaginez, quand on est à Paris, parfois il faut accepter des déplacements un petit peu compliqués, ou dans d'autres capitales du monde où la résidence de l'ambassadeur n'est pas sur son lieu de travail et où parfois il faut affronter beaucoup d'embouteillages, ce que j'ai connu en Asie en particulier. Donc ça a l'immense avantage de vous permettre effectivement de passer très rapidement de votre appartement à votre bureau. Pour moi, c'est utile en particulier parce que j'aime bien travailler le soir, tard, et que donc, de ce point de vue-là, j'ai pas de problème. Je peux dîner en famille et puis redescendre travailler ici. Évidemment, parfois, ça peut vous entraîner, notamment pendant les fins de semaine, à passer beaucoup de temps au bureau, mais bon, je considère que c'est plutôt un avantage. Et racontez-nous un peu une journée typique dans ce bureau. Alors, comme je vous l'indiquais, beaucoup se passe à travers l'ordinateur et finalement, dans un métier comme celui d'ambassadeur, on a beaucoup d'informations qui vont venir de plusieurs flux différents, de votre capital, c'est ce qu'on appelle les instructions, c'est-à-dire que mes autorités, le ministère des Affaires étrangères, mais d'autres ministères aussi, ça peut être le Premier ministre, ça peut être le Président de la République, me demandent de faire un certain nombre de choses, par exemple de transmettre officiellement une lettre au Premier ministre du Canada, ou bien de faire une démarche pour expliquer que la France va présenter tel ou tel candidat à une élection internationale, et donc il faut aller rencontrer des collègues des différents ministères canadiens pour expliquer pourquoi la France est candidate. Et que diriez-vous à un jeune, à une jeune dame qui un jour rêve de devenir ambassadeur comme vous? Premièrement, que le rêve peut se transformer en réalité, c'est-à-dire que avec de la persévérance, avec évidemment, selon les pays, des cheminements d'étapes qui sont parfois difficiles. Hein. Dans mon cas, il y a eu des concours, des examens, il y a eu des choix de vie, y compris familial. C'est pas être ambassadeur, c'est accepter de passer une partie de son temps pendant quelques années dans sa capitale, parce qu'on n'est jamais ambassadeur en permanence. On fait des allers-retours entre sa capitale et son lieu d'affectation. Mais voilà, je pense qu'il faut persévérer parce que le métier en vaut la peine.
Il n'y a pas énormément d'ambassadeurs, c'est un petit calcul mathématique, mais comme vous avez 190 pays de par le monde et que même à supposer que chaque pays envoie un ambassadeur dans un autre pays, grosso modo il faut multiplier 200 par 200, ça fait quand même pas des quantités de postes à pourvoir. Et quand à l'intérieur de votre pays, vous voyez, nous sommes à peu près aujourd'hui 180 ambassadeurs français, 160 à titre bilatéral, c'est-à-dire affecté auprès d'un pays, et puis une vingtaine auprès des organisations internationales. Par exemple, j'ai un collègue à Montréal qui représente la France auprès de l'OACI, j'ai un collègue à New York qui représente la France auprès des Nations Unies. Alors après, pour se préparer, je crois que l'essentiel, un futur diplomate est généralement un jeune qui a une bonne culture générale, à la fois de son pays, donc de sa langue, qui pratique des langues étrangères. C'est vrai que nous sommes amenés à utiliser un certain nombre, ou à apprendre un certain nombre de langues, qui apprécie la géographie, qui apprécie l'histoire. Donc la curiosité d'esprit et le fait d'avoir un esprit très, très ouvert va être évidemment un atout important. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière? Alors paradoxalement, c'est de ne pas avoir été uniquement diplomate, c'est-à-dire avoir été capable de temps en temps de sortir du métier. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de vous, ambassadeur, qui pourrait nous surprendre? Pas grand-chose, parce que ce métier est quand même un métier assez public. Donc nous essayons quand même de protéger un petit peu nos quelques jardins secrets. Mais le métier, si on veut vraiment l'exercer, ne laisse pas beaucoup de temps disponible. Par exemple, on pourrait imaginer que le week-end et les fins de semaine sont utilisés à beaucoup d'autres activités. En réalité, non, parce que nous sommes très sollicités pendant la semaine. On n'a pas parlé, par exemple, d'une activité qui est importante, qui parfois, vue de l'extérieur, est un peu surprenante. C'est qu'il y a beaucoup de réceptions. Par exemple, nous fêtons toutes les fêtes nationales. D'ici quelques jours, nous allons fêter ici même à l'ambassade le Bastille Day, le 14 juillet. Vendredi dernier, c'était nos amis américains, aussi bien que Rwandais, qui ont également leur fête nationale le 4 juillet. Et moi, je considère comme une courtoisie, mais plus qu'une courtoisie, aussi une opportunité d'assister aux différentes fêtes nationales, parce que d'abord, c'est un hommage rendu aux différents pays. Et ici, à Ottawa, il y a à peu près 120 pays qui ont une ambassade. Ensuite, c'est souvent une occasion de rencontrer soit des collègues du corps diplomatique, il y a toujours des informations échangées, soit des personnalités canadiennes, soit parfois des invités extérieurs, mais qui vont vous ouvrir des portes nouvelles. Je suis avec Clémentine Zeller, la fille de l'ambassadeur. Clémentine, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de son Excellence qui pourrait nous intéresser ici au Canada? Alors, il faut savoir que mon père, avant d'arriver au Canada, avait déjà un lien familial avec ce pays parce qu'en fait, son fils, donc mon frère Olivier, a rencontré une Canadienne dans le cadre de son séjour en Asie, à Singapour, et que aujourd'hui, mon père est le grand-père d'un petit garçon qui s'appelle Maxime, qui commence à parler en français, mais aussi en anglais, et qui a la double nationalité française et canadienne. L'ambassadeur et son épouse ont acheté un livre qui s'appelle « L'autre Outaouais », qui recense tous les lieux patrimoniaux d'intérêt en Outaouais. Et ils ont fait des promenades la fin de semaine, des fois des jours de semaine, dans les petits villages de l'Outaouais. Et partout à Gatineau, ils ont systématiquement vu chacun des points d'intérêt de l'Outaouais. C'est vraiment des passionnés d'histoire, de patrimoine et surtout de vie locale. Donc les petits villages en Outaouais, souvent, ils les connaissent mieux que moi. Voilà, donc ce magnifique bâtiment, en réalité, il n'est pas très facile à interpréter parce que l'architecte, qui était un jeune architecte français, s'est dit au fond qu'est-ce que c'est qu'une ambassade, et il avait en référence ce qu'étaient les ambassades dans les années 30, c'est-à-dire pour l'essentiel les hôtels particuliers tels qu'on les trouvait au cœur des villes
comme Paris, comme Londres, comme Saint-Pétersbourg, comme Berlin. Et donc, en fait, il faut lire l'ambassade comme si vous aviez une entrée, un porche, et puis vous entrez dans la cour de l'hôtel particulier. Il y a un effet de cour, et vous voyez, on a un effet en plus de regarder par-dessus ce qui se passe dans la cour. Et donc, ce qui est très génial, c'est cette banquette-là qui est faite de marbre rose de Bourgogne, et qui à la fois est fonctionnelle, parce qu'elle est bien utile, en fait, quand on a des réceptions, on a des gens qui s'assiedent là, et qui vous permettent de voir discrètement ce qui se passe dans la cour. Voilà, alors vous avez aussi évidemment des éléments qui rappellent cet art déco et surtout en particulier ce côté très arrondi qui contribue. Il y a l'arrondi de la banquette, il y a l'arrondi des lampadaires, il y a l'arrondi des entourages de portes. Tout ça, ça contribue à cet art déco. Ici, on a une belle image de Mackenzie King posant la première pierre de l'ambassade. Et puis donc on va s'introduire dans la salle à manger. Ah, avec cette magnifique fresque. Voilà, alors cette grande salle à manger qui tout à la fois est un lieu très utile, puisque c'est là que, évidemment, nous organisons les repas, les dîners, les soupers qui permettent d'accueillir des personnalités. En même temps, alors cette France heureuse, aucun des personnages pour autant ne sourit. Donc, quand on interprète une œuvre de peinture, on a le droit d'introduire un certain nombre de commentaires. Moi, j'ai introduit le commentaire que j'ai hérité de mes prédécesseurs, sur lesquels, si personne ne souriait, c'est que c'était quand même la France de 38 et même 39, parce que l'artiste a terminé sa peinture, il le signe en bas à droite de la porte, là, oui, oui. Une nuit de juillet 1939, à 3 heures du matin. Monsieur l'ambassadeur, on est rendu à l'étape du questionnaire en rafale. Vous êtes prêt? Je crois, oui. Quel est votre plat canadien favori? Oula, en tout cas pas la poutine, ça je peux vous dire. Mais j'aime bien le saumon et en ce moment j'aime beaucoup le homard. Ah oui, c'est vrai, c'est la saison. Quand le téléphone sonne, de qui prenez-vous toujours l'appel? Je dois dire que je contrôle un petit peu. Ma famille, bien sûr, le ministère français des Affaires étrangères, bien sûr, mais évidemment toutes les autorités canadiennes. Je dois être tout à fait disponible. Mes collègues aussi, consuls généraux, parce que s'ils cherchent à me joindre, c'est qu'il y a quelque chose d'important dont l'ambassadeur doit avoir connaissance. Et votre boisson, qu'est-ce que vous sirotez tout au long de la journée? Tout au long de la journée, ce serait plutôt de l'eau qu'autre chose. Mais j'aime bien le Canada Dry, donc de temps en temps, si j'ai besoin d'un énergisant, ça va être du Canada Dry. Et qu'est-ce qui se trouve dans vos poches, sans nous montrer là tout à fait, mais qu'est-ce qui se trouve dans vos poches en ce moment? En général, rien, parce que pour des questions de tenue un peu de mes costumes, je trouve qu'il ne faut rien avoir dans les poches. Donc mon grand problème, c'est que chaque fois que je vais à une réception le soir, théoriquement, il faut avoir le carton d'invitation, il faut avoir des cartes d'affaires, il faut parfois avoir des cartes d'identité. Et ça, je n'aime pas parce que je trouve que le plus à l'aise, c'est d'être sans rien. Sauf quand même de temps en temps un crayon, un stylo et puis un petit papier pour prendre en note. Parce que dans notre métier, effectivement, parfois on peut capter des informations à tout moment. Et donc c'est utile d'avoir un petit bloc-notes avec soi. Alors moi, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, vous l'avez entendu, l'ambassadeur de France a dit « Attention messieurs, on n'a rien dans les poches pour pouvoir regarder, c'est complet, impeccable ». C'est mieux ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Et on est à l'étape des favoris. Quel est votre livre favori? Alors, nous aurons l'occasion de parler de Champlain. Moi, j'ai beaucoup aimé lire ici la biographie de Champlain par un professeur américain qui s'appelle M. Fisher. Qu'est-ce qui vous agace? Chez moi, qu'est-ce qui m'agace? Ouais. C'est de ne pas pouvoir me mettre au travail très tôt le matin, parce que j'aime bien travailler le soir, mais pas le matin. Et donc, ce qui m'agace, c'est de commencer un peu tardivement ma journée, donc de me retrouver toujours en retard de mes activités. Donc voilà ma petite bête noire, effectivement. Et quand vous êtes agacé, qu'est-ce qu'on pourrait vous entendre dire, peut-être, quand les micros sont fermés? Quel est votre juron favori? Oh, j'en ai pas particulièrement. Je suis modeste en ce domaine, mais le mot zut en français a beaucoup d'applications et voilà, c'est un niveau moyen de juron qui a l'avantage d'être plutôt gentil et de permettre de traiter des situations de la vie quotidienne avec un peu de dégagement, mais en se disant, bah oui, c'est zut, c'est dommage, voilà, il faut faire autrement, il faut changer les choses. Qu'est-ce qui vous manquera quand vous allez quitter le Canada?
Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne pense pas que je retrouverai ailleurs l'hiver tel qu'on le connaît ici, avec à la fois la dimension que ça représente, c'est-à-dire la longueur de la saison, avec l'adaptation qu'elle nécessite, cette saison difficile, mais aussi avec toute la redécouverte du paysage et du pays, y compris de certaines traditions. C'est vrai qu'il faut avoir vécu au Canada pour comprendre que certaines communications deviennent plus faciles l'hiver que l'été, parce que voilà, on peut traverser, utiliser les voies glacées comme étant des moyens de communication. Et l'avantage aussi, vous vous rendez compte, à Paris, il faut faire plusieurs centaines de kilomètres pour trouver une piste de ski. Ici, à 20 minutes, on peut chausser les skis, descendre, faire de la raquette, etc. Donc je pense, paradoxalement, parce que souvent les Français vivant au Canada se plaignent de l'hiver, non, je pense que c'est une composante majeure de ce pays, c'est une caractéristique assez exceptionnelle. Et la manière dont on s'adapte à cet hiver est probablement quelque chose qui effectivement me manquera. Ça ne manquera pas parce qu'au moins je pense qu'en famille on a pu s'équiper en vêtements très chauds, très performants, et qu'au moins on les ramènera dans les étapes suivantes. Et dernièrement, sachant que vous n'allez pas pouvoir apporter un petit peu de neige, un petit peu de glace avec vous de retour en France, alors qu'allez-vous apporter avec vous? Quel est l'objet que vous allez apporter, que vous allez garder de ce séjour au Canada? Je pense que les objets artistiques des Premières Nations, des Inuits, sont probablement ce que je rapporterai avec le plus de souvenirs, de densité de souvenirs. Mais certains objets offerts en telle ou telle circonstance, un Premier ministre d'une province canadienne qui fait un cadeau protocolaire, mais qui est un peu plus qu'un cadeau protocolaire, peut devenir un objet dont on se souvient ensuite tout au long de sa vie. Voilà. Je vous dirais aussi que, ayant un petit-fils, nous avons acheté un certain nombre de jouets qu'on ne trouve qu'au Canada, ou en Amérique du Nord en tout cas, notamment des petits chariots qu'on ne trouverait pas en Europe. Donc il y aura aussi un certain nombre de jouets, et particulièrement les trains en bois, parce que je pense qu'au Canada, il y a une tradition du petit train. En Europe, en France, tous les garçons ont eu un train électrique, mais ils n'ont pas forcément eu un train en bois, qui est tout simple, mais qui visiblement ici est très apprécié des enfants. Donc voilà un exemple d'objet que nous rapporterons du Canada. Oh là là, c'était du bonbon visuel. Un salon fait d'écorce de bouleau, une immense fresque pour la salle à manger et le bureau du boss fait de granit gravé. Vous aimeriez poursuivre la conversation? Écrivez-nous outaouais@matv.ca. Et il y a aussi notre page Facebook avec des photos en coulisses. Et moi, chers amis, je vais célébrer le 14 juillet la fête nationale et je vais boire à nos amitiés, les amitiés entre le Canada et la France. À très bientôt dans le bureau du boss.